Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast, donc la deuxième partie sur les RPS, toujours en compagnie de Lucien, donc le podcast des Préventip. Voilà, donc bienvenue et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. La dernière fois on a parlé de la globalité des RPS plutôt, pardon. Et aujourd'hui on va cibler le burn-out, le bore-out et le brown-out. Tu très bien prononcé. Ben oui, bien sûr. Félicitations, il s'est entraîné toute l'après-midi. Parce que l'anglais et moi, ça fait 8. Voilà, donc qui veut me parler du burn-out? Mais je laisse la place à notre invité. Peut-être représente-toi. Peut-être pour ceux qui ont loupé la partie 2, la première partie que je vous invite déjà à regarder. C'est vrai qu'on pourrait aussi se présenter parce qu'ils ont peut-être pas tout regardé. Ça fait 2 épisodes qu'on ne s'est pas présenté. C'est vrai. Tout à fait. Je te laisse commencer. On va commencer par l'invité. Ah, mais on laisse l'invité se présenter en dernier quand même. Sympathique. Donc, Franck, je suis directeur commercial de Prévencis. Donc, on est une structure et une société spécialisée dans le document unique et le diagnostic RPS. Voilà. Ouais. Grosso modo. Tout à fait. Et vous, monsieur? Eh bien, moi, écoutez, c'est cher Jamy. Donc, moi, Daniel Dubois, directeur général de Prévencis. Voilà. Et je ne vais pas représenter l'entreprise parce qu'il est très bien de le faire. C'est vrai. Et du coup, je laisse la place à monsieur Lucien Labatte, donc mon associé. Dites, présentez-vous. Exactement, mais moi c'est toujours Lucien du coup, et je suis directeur technique chez Prévencis, donc tout ce qui est aspect vraiment aide aux consultants dans le document unique, dans les RPS. Je veux pas... Voilà. Et pour la petite histoire, c'est principalement Lucien qui a créé notre diagnostic RPS, donc il est un des plus à même à répondre sur la question. Ça a été un travail d'équipe, oui. Puisque justement les RPS, on rejoint directement ce sujet-là, mais j'y ai contribué, et c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller un petit peu plus creuser avec la thématique d'aujourd'hui notamment. Après la méthode Golac, voici la méthode Labatte. Très bien ça. Tu l'avais Golac. Très fort. Je sais. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 méthodes, on va dire, principales pour les RPS. Golac, Sigrist et Karasek. Très fort. C'est des noms de chats. Sigrist. C'est mieux la batte. C'est vrai. Le Karasek, c'est bien sûr quand ça plus d'essence. Laisse-lui vraiment ta place, ils sont d'ici. Désolé, là on a passé une longue journée, donc du coup maintenant on lâche les chiens comme on dit. On dit ça. On lâche les chevaux. On lâche les chevaux, c'est vrai. C'est pas grave, on fait tout, on lâche tout. Excusez-nous pour ce petit débordement. On va commencer. Donc, premièrement, définition du burn-out. C'est tout l'inverse d'ici. Voilà. Donc, définition du burn-out. Alors, peut-être, Lucien, tu vas expliquer ce que c'est le burn-out. Je laisse le burn-out à Franck. Allez. Le burn-out, déjà le burn-out, c'est une maladie donc, qui est conséquence des RP. Je sais pas si vous entendez, mais je suis fou. Il nous klaxonne terrible. C'est moi qui klaxonne dans la rue. Je sais pas si c'est fait exprès pour le podcast ou pas. Mais on n'est pas en direct là, on est d'accord. Peut-être qu'il nous faut une blague, on ne sait jamais. Donc, désolé, Lucien, vas-y. C'est pas grave. C'est une conséquence donc, du burn-out, dans le sens où c'est une maladie maintenant reconnue par la médecine du travail, entre autres, et qui fait suite à une surcharge du travail, vraiment un surmenage professionnel dans l'exécution des missions, qu'elles soient trop nombreuses, qu'elles soient trop importantes en termes de vigilance, en termes de complexité. Il y a vraiment plusieurs raisons, mais elle fait suite directement à un surmenage au travail. J'avais une question sur ça, d'ailleurs. On parle de surmenage au travail, et ainsi de suite, ok, donc très clair. Mais est-ce qu'on peut être en burn-out sans avoir une grosse charge de travail? Par exemple, je m'explique, ça fait 10 ans qu'on est dans la boîte, on travaille, et là, je sais pas, on a un truc dans notre vie qui fait que on est moins productif, et en fait, la même à charge égale de travail, aujourd'hui, c'est trop pour nous. Est-ce que c'est un burn-out? Alors là, il y a deux aspects. Ouais, pour moi, il y a deux aspects. Alors encore une fois,
ce sont les professionnels de santé qui sont le plus à même de juger. Nous, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des psychologues. Bien sûr. Notre but, c'est d'identifier et on a des connaissances qui sont assez poussées sur le sujet. Mais bien sûr, nous, on ne va pas vous dire que vous êtes en burn-out. Non, exactement. C'est ni à nous, ni à aucun consultant, technicien, OHSE. Mais c'est une question de perception. Si jamais on doit quand même se prononcer sur le sujet, c'est pas forcément. C'est pas forcément. On peut être en burn-out, exactement, qui est fixe à l'instant T. C'est-à-dire qu'une charge mentale qu'on va réussir à supporter à 25 ans sans aucun problème, en termes d'attention, en termes de surveillance, c'est peut-être pas une charge de travail que nous-mêmes on pourra supporter 10, 15 ans après en fait. C'est quelque chose qui évolue dans le temps et la perception des choses, la capacité qu'on a à ingérer, à supporter des situations de travail particulières en fait, c'est pas pour autant qu'elles sont égales d'une personne à l'autre, qu'elles soient égales dans le temps sur nous-mêmes. Donc c'est quelque chose à l'instant T qu'il faut prendre en compte et c'est vraiment une question de ressenti, de ressenti chacun, propre à chacun. Ça, je pense que ça peut évoluer aussi parce qu'on peut travailler ce ressenti-là. On peut travailler cette charge de travail. Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont une capacité de charge de travail qui est faible ou inversement qui est très forte. Et au final, avec un petit travail personnel, avec un travail d'encadrement, de management, justement, on peut changer cette perception-là pour que la personne elle puisse justement absorber plus de travail ou que justement là, elle va être en burn-out, mais elle ne le sait pas, donc elle puisse en absorber moins. Bien sûr. Il y a plein de petites choses à mettre en place, ne serait-ce que par des routines aussi de travail. Pour se mettre au travail, pour entamer la mise au travail, il y a des petites routines peut-être à développer. Le matin, en arrivant au bureau, je commence par ça. Comme ça permet de doucement se mettre en place et hop, on sent moins la différence entre boum, ça y est, je suis au travail. Voilà. C'est la morning routine, pas du make-up du coup. C'est get ready with me, mais version entreprise. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, les TikTokers. Voilà. Tu connais pas? Bon, mais tu connais pas. Mais c'est des nouvelles tendances. Voilà. Excuse-nous, oui, c'est vrai que les routines make-up, toi. Moi, tous les matins, on va faire la paupière, attention. Aïe. Non, ouais, et t'as dit, on a parlé de plusieurs notions là qui sont intéressantes, charge de travail et charge mentale. Ouais. Et pour moi aussi, le burn-out, c'est pas forcément lié à la charge de travail, c'est plus lié à la charge mentale. Je pense qu'une personne qui peut avoir des problématiques autres que la charge de travail peut être en burn-out parce que justement il a une charge de mental qui est trop importante par rapport à il peut se faire il peut avoir des mauvaises relations avec ses collègues, ça peut être une accumulation psychologique qui fait que il va passer le cap du burn-out. Ouais, bien sûr, la charge mentale, oui, tout à fait, comme tu dis, ça peut être en interne avec des collègues, avec la direction, dans les relations vraiment professionnelles. Ça peut être aussi dans la confrontation avec éventuellement un public, quand on est confronté à un public qui est soumis à souffrance ou qui peut être difficile, entre guillemets, on est soumis à cette charge mentale importante et du coup forcément c'est un des facteurs du burn-out. Ça c'est des choses qu'on voit d'ailleurs régulièrement dans nos prestations. Exactement. C'est vrai que la malveillance et l'exposition au public, c'est un gros facteur. Et notamment, là, il y a aussi l'accumulation de visions un peu compliquées. Imaginons pour les pompiers, je parle pour pompiers, les urgentistes, infirmiers ou même urgentistes de façon générale. Oui, ça, il n'y a pas longtemps aussi. Ouais, eux, sincèrement, ils voient des choses qui peut-être compliquées, qui est compliquées toute la journée. Et forcément, au bout d'un moment, si ça intervient alors qu'ils sont un peu plus fatigués, un peu plus sensibles, ça peut prendre beaucoup plus de temps à se réparer après un traumatisme pareil. Tout à fait. Ça revient aussi à ce que disait Franck, c'est que sur une certaine période, on va être à même d'encaisser une charge mentale bien définie. Mais on n'est pas hors du risque que 2 mois après, cette même charge mentale, on ne la supporte plus. Oui, parce que c'est passé un événement en perso ou des choses comme ça. Et de la fatigue également, il faut être vigilant à ces phénomènes. Ouais. Alors, passons maintenant à l'autre définition, le bore-out. À ne pas confondre bien sûr avec le célèbre string vert fluo du film Borat. Donc, bore-out, est-ce que quelqu'un veut en parler? Ouais, j'y vais. Ouais, tu veux en parler? Ouais. Bon, je suis pas expert du sujet, mais le bore-out, c'est le fait d'avoir de s'ennuyer au travail.
grosso modo, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait de ne pas avoir assez de travail, de ne pas avoir de travail du tout. C'est-à-dire qu'on doit faire du présentéisme, être là, traiter de mails et passer 6h30 à regarder le mur. Pas ouf. Ça peut être le fait d'avoir du travail, mais de s'ennuyer vraiment, de ne pas trouver forcément voilà, pour parler grossièrement, on se fait chier. Voilà. Tu voulais pas le dire. Je voulais pas le dire, mais en fait, je le vois vraiment comme ça. C'est le fait de souffler devant son ordi ou devant son truc, et là, j'ai pas envie de le faire, quoi. Et d'être démotivé complètement du travail qu'on a à faire, quoi. Cette démotivation. C'est lié au burn-out qu'on expliquera. C'est ça, il y a un lien qui est étroit, mais c'est étroit, ouais. Et là, je pense qu'on a un très bon exemple. Parce que toi, Lucien, à ce que je sais, ce qu'on a parlé il y a longtemps de ça, mais tu as été sujet un peu au bore-out dans un taf que tu avais fait quand tu étais plus jeune et que vraiment tu faisais presque rien et que tu t'ennuyais. Ouais, c'était un travail un petit peu fastidieux, administratif. Et c'est vrai que dans la charge de travail, encore une fois, ce qui m'était demandé dans mes missions, dans mes fiches de poste, c'était relativement accessible et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est qu'il y avait ce présentéisme où à 8h on devait être sur le lieu de travail jusqu'à midi, 13h30, 17h30. Quand on a vraiment ce grand laps de temps, ouais, exactement, il n'y avait pas forcément de diversité non plus dans les tâches de travail, donc c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est toujours redondant, là sur un travail informatique, c'est... Et en soi, à 10h tu avais fini le travail, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais c'était presque ça. Il y avait des journées, c'était ça. Il y avait des journées où j'y arrivais, je ne savais pas forcément dans quoi j'allais me lancer parce que mes missions elles étaient quand même assez réduites. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident à vivre. Ouais, mais là ça, il faut mettre en place de suite de la communication active dans le sens où si on ne veut pas être exposé à ça, le mieux c'est de suite d'en parler et d'essayer de revoir un petit peu les missions pour les adapter au maximum. Il y a des entretiens individuels annuels, par exemple, qui sont obligatoires et qui... Enfin, d'ailleurs, non, qui ne sont pas obligatoires. Obligatoires, je crois, pour les entreprises de plus de 11 salariés. Ouais, il y a des spécificités. Mais nous, par exemple, on le fait. Parce que c'est un très bon outil pour communiquer. Exactement. En fait, il faut le voir comme ça, c'est quelque chose qui est super important et lors de ces entretiens-là, par exemple, on peut en parler pour essayer de redéfinir un peu les objectifs des salariés, pour faire en sorte qu'ils aient une stimulation intellectuelle qui les amène à avoir de réflexion, à avoir de la diversité des tâches et à pouvoir trouver quelque part leur compte dans ce qu'ils font. Tout à fait. Super. Et bien, parlons du burn-out. Qui veut se lancer? J'imagine que vous m'avez laissé le meilleur pour la fin. Bien sûr. Alors, comment définir le burn-out? Le burn-out, c'est assez similaire avec le bore-out. Mais il y a une nuance de sens dans son travail. En fait, c'est quand tout simplement vous faites votre travail mais que vous perdez du sens et que vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses. Parlons simplement. Oui. Non, mais c'est juste, j'avais dit, parce que tu as dit que ça, avec le burn-out et le bore-out, ça c'est entrelacé, je trouve, parce que on peut ne pas trouver de sens et être quand même surmené, du coup. Tout à fait, ouais, tout à fait, ça c'est sûr. Les trois sont assez liés. Ouais, là, on va loin dans le vocabulaire. Mais quand on perd un sens, c'est pas après ça peut, c'est comme quand tu es malade, tu peux avoir et le rhume et la gastro. Là, c'est la même chose. Donc pour le coup, burn-out vraiment, c'est on perd du sens, on ne sait plus pourquoi on fait les choses et forcément, ce que tu disais, on a une démotivation derrière qui est croissante parce que pourquoi on est là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est compliqué quand même de passer toute la journée à son travail sans savoir pourquoi. Et je pense que n'importe qui en France et dans le monde aimerait avoir un travail qui le stimule et qui l'aime aussi. Voilà. C'est ça. Ouais. Du coup, un conflit de valeurs, par exemple, entre l'entreprise et ce que je pense ou peu importe, ça rentre dans le burn-out? Ça rentre. Mais on va principalement parler de burn-out quand, imaginons, on a une mission à l'origine, une mission qu'on pense, imaginons, je sais pas, une mission sociale. On a eu ça, par exemple, avec des logements sociaux, des gens qui devaient placer des logements sociaux et au début
ils se sentaient utiles parce qu'ils aidaient les gens, et en fait ils se sont rendus compte que petit à petit les gens ils se retournaient contre eux parce qu'il y avait la gestion de tous ces logements sociaux, et qu'au final eux ils étaient là pour aider, et que la perception de leurs clients, si je puis dire, c'était L'inverse. exactement, c'est l'inverse, et du coup là tu perds du sens parce que tu te dis je fais un métier pour une raison, et en fait la perception elle est tout autre, donc à quoi bon? À quoi C'est bon? un très bon exemple. Ouais, donc voilà. C'est pour ça qu'on avait envie aussi d'en parler dans ce podcast, parce que je pense que c'est un sujet qui est peu connu, et qui est tout aussi important. D'ailleurs, c'est une mission sur laquelle on a passé beaucoup de temps, qui a rendu un document unique, un diagnostic RPS très 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 fat. Oui. Ouais. Et c'était vraiment complexe, intéressant, on a appris beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. On ne dira pas les noms, mais c'était chouette. Non, on peut pas. Non. Déjà qu'on a dit le nom d'une entreprise tout à l'heure, on s'est fait engueuler par notre responsable communication, alors attention. mais non, ouais. Donc voilà. Mais Airbus, bisous sur vous si vous voulez un DU. Toi, tu cherches les problèmes. Non. On est à Toulouse, c'est normal de parler. Airbus, ça reste la référence pour nous, sûr. et forcément, après, bien sûr, s'ils écoutent un jour ce podcast, N'hésitez si pas. vous voulez travailler, on pourra essayer de caler un peu de notre planning. Bon, on trouvera un moment. Oui, entre 2-3 cafés. Donc voilà. Peut-être une question maintenant. Alors, comment tout ce qu'on a dit là, donc burn-out, burn-out, comment ça peut arriver? Est-ce qu'il y a des comment dire, Signes avant-coureurs. Exactement, des signes avant-coureurs ou des choses qu'on fait dans l'entreprise et qui sont néfastes et qui peuvent amener à ce genre de problématique? Encore une fois, ouais, il y a plusieurs choses qui peuvent favoriser l'arrivée de ces symptômes-là. Le fait d'arriver le matin plus tôt au travail. Si on commence à arriver le matin un petit peu plus tôt parce que j'ai une grosse journée, il faut que je prépare mes réunions. Le soir, j'ai pas fini de travailler, je commence à rester un petit peu plus. La récurrence dans les heures supplémentaires notamment, qu'elles soient décomptées ou pas, puisque des fois il y a pas forcément ce côté compteur qui est effectif, mais peu importe. Tout à fait. Les journées de travail qui se rallongent. Le piège du télétravail aussi. Le piège du télétravail, tout à fait. Rester à la maison. Exactement. C'est vrai que des fois, le matin, on va être prêt un petit peu plus tôt, on va s'y mettre. Mais la pause méridienne, j'ai pas besoin d'une heure et demie de pause, je vais faire que demi-heure. Le soir, j'ai encore un petit mail à envoyer, on déborde aussi. C'est vrai que c'est des petites choses, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est difficile de réaliser, mais c'est clairement quelque chose qui peut, à terme évidemment, et pas nécessairement dans tous les cas, mais qui peut déboucher sur des cas de burn-out en l'occurrence. Ouais, télétravail, je pense que... Ouais, pour le télétravail, pour le coup, je suis quasiment tout le temps en télétravail, parce que je suis pas dans la même ville que... Je suis pas à Toulouse, je suis à Bordeaux. Quoi, grosso modo, je vais déménager. Oui, parce qu'on est toulousain, si vous entendez l'accent. On est castré, exactement. Ouais, voilà, castré. Bon, il y en a un qui est gersois, mais bon, c'est pareil. On va être parfait. Et en fait, oui, c'est vrai que le télétravail, quand même, c'est une organisation, en fait. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des jours où, comme tu dis, t'as pas fini. Franchement, le midi, ça va être midi et demi, 1 heure, peu importe. Mais j'ai une très bonne solution pour pallier à ça. C'est la sieste. Non. En vrai, c'est une très bonne solution. En vrai, je dis ça en rigolant. Si t'as mis ton bouton reset. En fait, c'est surtout l'organisation. C'est-à-dire que à 9h, je suis systématiquement au bureau, en train de travailler, quoi. 9h, 9h10 quand j'ai un peu traîné au sport, parce que je vais au sport le matin. Mais je sais que s'il y a une journée où je vais faire 8h, par exemple, le lendemain ou le surlendemain, je vais faire un peu moins. Voilà, j'essaie vraiment de ne pas tomber dans ce piège-là. Et pour ça, c'est simple, il faut être organisé. Parce que le piège aussi qu'il y a en télétravail, c'est les distractions. C'est-à-dire que, soit on peut être trop distrait, c'est-à-dire qu'on se prend une petite pause, on se dit, je vais me mettre un peu sur TikTok ou peu importe. Et alors là, on se voit qu'une heure après, on est encore dessus. Donc ça, c'est pas bon. Parce que forcément, on ne peut pas se plaindre de finir à 19h. Si on a passé 2 heures dans la journée à scroller, ça va pas du tout. Donc pour ça, moi j'éteins tout. Et je bosse, donc je m'organise comme ça. Mais après, il faut pas tomber dans le piège non plus de dire j'ai tout éteint, je suis focus, de lever les yeux, au purée il est 13h, j'ai pas fait à manger, ainsi de suite. Donc pour ça, moi j'ai mon planning avec mes tâches journalières, je surligne quand c'est fait, et quand j'ai terminé, ma journée est terminée. Et s'il y a vraiment trop de trucs, tant pis, je ferai le lendemain.
généralement, je pars du principe que si on m'a envoyé un mail aujourd'hui ou dans l'après-midi, c'est que c'est pas urgent. Et si c'est urgent, soit les gens apprennent à être moins pressés, soit je le traite en priorité. Et en fait, quelque chose de moins important passera au second plan le lendemain. Une question de priorisation et de définition d'un planning. C'est vrai que c'est super important peut-être d'avoir des points d'étape en disant bon, mais voilà, je sais ce que j'ai à faire sur ma journée, sur ma semaine, peu importe. Tout à fait. Ouais. Et en disant bon, mais je m'arrête quand je m'arrête, mais se donner déjà une petite idée de son avancement, c'est une bonne solution. Et comment on peut identifier ce genre de problématique? Parce que souvent, quand on est en situation de burn-out, burn-out, on a la tête dans le guidon, si je puis dire, ça, et on s'en rend pas compte en fait. Jusqu'au jour où on craque, et là, c'est là où ça tombe. Donc, est-ce que nous, on peut s'en rendre compte en auto-évaluation, si je puis dire, parce que je sais pas si ça se dit. Est-ce que y a une formation aussi peut-être des managers? Bon, là, je dis la réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, pour le coup, je suis pas expert, mais j'ai envie de répondre. Je pense que l'auto-évaluation, il faut se connaître. Tout à fait. Moi, je pense que alors je veux pas dire que je suis sujet au burn-out, mais en revanche, quand je suis un peu surmené, je sais que je suis moins agréable. Donc tu l'es pas déjà. Ouais, déjà. Mais en plus de ça, non mais en vrai, c'est important parce que, et je sais que t'es pareil. Pour le coup, quand on est un peu surmené, qu'on a beaucoup de choses et qu'il est temps vraiment de prendre des vacances ou de lever le pied, généralement, on est un peu moins souriant et on a plus tendance à être sanguin. Et ça, je le sais, c'est quand je vois que je suis agacé facilement, je me dis, ok, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, tu étais sur un appel d'offres depuis 2 semaines, tu avais la tête complètement dans le truc. Envoie-le, souffle, tu fais le strict minimum aujourd'hui pour revenir mieux la semaine d'après. Et généralement, ça fonctionne. Enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça. Ouais, c'est pas des symptômes au sens propre du terme, mais se connaître. Comme tu dis, déjà quand on se connaît, on sait au niveau irritabilité quel degré on est amené à supporter de façon générale et de façon un petit peu plus fatiguée. Donc c'est ce sur quoi je viens aussi. Ça, c'est propre à moi-même. Bien sûr. Mais il y a des gens, peut-être, ils vont être plus sujets à être extrêmement tristes. Je connais des gens comme ça qui, s'ils sont trop surmenés, ils vont être juste ultra tristes. Ouais, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la grosse fatigue. On a toujours aussi plus ou moins l'habitude de se coucher sur une certaine heure. Si on sent que 2 heures avant cette heure-ci, on est vraiment KO, là déjà aussi c'est preuve qu'il y a une fatigue un petit peu à outrance. Au niveau de l'anxiété aussi, si on se réveille dès le matin, qu'on a une petite boule au ventre, qu'on nous tient toute la journée, qu'on ne se sent pas forcément à l'aise, pas forcément bien, c'est aussi si on cogite beaucoup aussi. C'est écouter son corps presque. Bien sûr, ouais. Et évidemment, après, une fois qu'il y a plusieurs symptômes comme ça, toujours entre guillemets symptômes qui deviennent dérangeants, il ne faut pas hésiter à aller voir encore une fois un professionnel de santé, un médecin, que ce soit médecin du travail ou autre, pour qu'il puisse lui faire un diagnostic médical. Et en parler à son supérieur. J'allais le dire. Ouais, parce que mine de rien, parler. Tout à fait. En parler à son supérieur, ou si on n'a pas, même à ses amis, autour de soi. Déjà, exprimer ses sentiments, je pense que c'est une très bonne chose. C'est la première chose à faire. Ça permet d'éviter justement que ça tombe d'un coup. Bien sûr. C'est vrai. Mais dans le cadre professionnel, je trouve que c'est aussi important d'en parler. Ça, c'est sûr. Au moins à son supérieur, à son manager, à ses collègues ou quoi, que les personnes autour de soi dans le travail soient conscientes qu'il y a un problème. Ouais. Dire là, je n'y arrive pas, ainsi de suite, pour soit délester la personne, au moins la comprendre, et si ce n'est la comprendre, au moins l'entendre, et être moins en demander, ou être compréhensif s'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Dire ok, bon là, oui, la personne n'est pas bien, elle n'est pas bien quoi. Si elle avait la grippe, elle n'aurait pas fait le travail, c'est une maladie donc. Bien sûr, parce qu'il y a tout simplement des fois des passages à vide, un petit peu, des coups de fatigue, ça arrive à tout le monde, et là voilà, il ne faut pas non plus monter sur ses grands chevaux en disant ça y est, je suis en burn-out, je suis pas bien. Ça peut tout simplement être une coup de fatigue pour une raison personnelle quelconque, et dans ce cas-là, voilà, évidemment, en parler, redéfinir un petit peu les priorités, déléguer s'il y a besoin le travail. Il y a plein de petites astuces, mais qui passent par la communication pour justement limiter un petit peu les effets néfastes. Je trouve que c'est important ce que tu dis, c'est pas parce qu'on a un passage à vide qu'on a un burn-out. Il faut faire aussi le distinguo. Tout à fait. Comme vous le dites bien depuis le début, c'est
c'est une maladie. Il y a des professionnels de santé qui sont à même de dire non, là c'est un coup de fatigue ou peu importe, ou non, effectivement, là je diagnostique en tant que médecin un burn-out, un bore-out ou peu importe. Il y a vraiment ce distinguo-là à faire, de dire c'est pas parce que je me sens pas bien aujourd'hui que je suis en burn-out ou en bore-out. Il faut en parler et aller voir des professionnels. Et le burn-out dans tout ça. Le burn-out. Le burn-out, je pense que c'est très important parce qu'au final, comment l'identifier? Je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit les gens ont communiqué dessus et on le sait, soit on l'identifie lors d'un diagnostic. Je pense que c'est le plus simple. Ou alors les managers l'ont fait remonter, mais bon, ça passe par la communication. Et pour le coup, je pense que travailler sa marque employeur, c'est hyper important. Ah ouais, c'est clair. Et de nos jours, on le voit de plus en plus, tout le monde court après ça. Bon, c'est important aussi pour d'autres raisons, pour le recrutement. Bon, voilà, dégager une image de son entreprise qui est intéressante, ça attire des bons profils. Mais surtout, essayer de garder les profils qu'on a actuellement et qui gardent un sens dans leur mission, c'est hyper important. Et recruter des profils qui vont avec la boîte. Qui partagent les valeurs. Exactement, ouais. Ah ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. L'heure défile, je sais qu'on s'amuse, mais on va passer au débat. Alors, le débat, on va faire un 2 en 1. On va en faire un 2 en 1 parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc, il y avait 2 questions à l'origine. Les abus, comment éviter que ça devienne une mode, le burn-out? Comment éviter qu'on abuse du burn-out? Et en plus, est-ce que l'on sous-estime le burn-out? Donc sous-estimer le burn-out, je pense qu'on en a énormément parlé. Moi, j'aimerais bien aller sur un sujet qui, je sais, moi qui me plaît, c'est la mode du burn-out. Est-ce qu'on appelle ça une mode? J'appelle ça une mode. Je fais exprès de l'appeler une mode parce que tout le monde en parle, parce que je pense que c'est une vraie maladie, mais je pense aussi que c'est une maladie qui est difficilement prouvable et qu'il y a énormément d'abus. C'est mon avis personnel. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait là pour finir. C'est que il faut pas confondre des coups de fatigue, des moments de moins bien, on en a tous, et c'est pas forcément significatif d'un burn-out. C'est, encore une fois, c'est quelque chose qui est prouvé, c'est quelque chose qui est nouveau aussi, donc qui est des fois difficilement compréhensible. Il y a des employeurs qui sont pas forcément à même, en termes de formation par exemple, de comprendre ce qu'est un burn-out et de voir les conséquences que ça peut avoir sur une personne. Maintenant, comme tu le dis, ça fait appel aussi un petit peu à une question de valeur. Tout à fait. Il faut pas tomber dans ce piège quelque part. Ce n'est pas une excuse pour la fainéantise. C'est un petit peu dur. Mais on en connaît. En vrai, c'est mon avis et ça restera mon avis. Mais je pense que il y en a qui utilisent cet argument pour rester bien au chaud à la maison. Concrètement, il y a des faits de burn-out, dans les faits de burn-out, dans les conséquences d'un burn-out, vraiment il y a cette sensation de ne plus pouvoir sortir de chez soi, de vraiment d'avoir ce sentiment d'oppression, de blocage. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très dur à vivre et sur lequel vraiment on a besoin d'une assistance, mais vraiment un soutien psychologique. Exactement. Mais moi, et là, encore une fois, il n'y a pas de honte à... Moi, je parle vraiment de la personne qui sait qu'il n'est pas dans le burn-out et qui va chez le docteur parce qu'il prend un arrêt maladie d'un mois pour être en burn-out. Alors, ça, je trouve que c'est autre chose. C'est ça le débat. Non, mais j'entends que c'est le débat, mais laisse-moi débattre. Non. dans l'idée, je sais pas s'il y en a beaucoup, j'ai pas de chiffre en tête. En revanche, là. Alors, est-ce que c'est un manque de formation des médecins? C'est possible. J'ai une théorie là-dessus qui est la mienne. C'est que science de Franck. Non, mais c'est pas science de Franck, c'est que c'est quand même des maladies assez nouvelles. Ouais. C'est un fait. Aujourd'hui, alors en plus j'avais regardé des chiffres il y a pas si longtemps, il y a énormément plus de dépression qu'il y a 30 ans. Est-ce que c'est parce qu'on n'en parlait pas à l'époque? Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus aujourd'hui? Bon, je sais pas. En revanche, il y a vraiment un truc qu'on vit en France et que tout le monde sait, on a de moins en moins de médecins et j'allais dire un parc de médecins, mais on a des médecins qui sont vieillissants, c'est vrai, donc qui se forment comme ils peuvent, mais quand on est médecin de campagne, qu'on a 100 patients par jour, qu'on fait 10 heures par jour, ça fait beaucoup, ça. Non, mais c'est très compliqué de continuer de se former. Tout à fait. Vu que c'est des maladies nouvelles,
il y a la possibilité qu'on ne sache pas vraiment comment le déceler, ou tout le monde ne sait pas vraiment comment le déceler. Donc c'est-à-dire que moi demain je vais chez mon médecin en disant que je me sens vraiment pas bien, et ainsi de suite. Lui il va prendre ça pour non mais potentiellement quoi, voilà, il va me faire un arrêt de travail en me disant voilà, tu es surmené, ainsi de suite, c'est possible. Mais si je suis bon comédien, Et c'est ça. potentiellement, il va pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment, et les médecins, est-ce qu'ils ont vraiment les outils pour déceler si c'est du vrai ou du faux? Je n'en sais rien. Bien sûr. Voilà. Mais ça reste le problème, comment prouver? C'est toute la difficulté de la chose en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, le système est comme il est. La frontière elle est très mince entre quelqu'un qui, comme on dit, est vraiment atteint de surmenage, de burn-out et en souffre, auquel cas il a besoin de ce suivi médical et c'est une obligation pour qu'il y ait un sentiment de bien-être retrouvé et de reprise progressive du monde professionnel. Ça c'est indéniable. Vraiment, il y a des personnes qui ont cette nécessité-là. À l'inverse, il y en a peut-être qui jouent un peu plus sur les termes et même à la place d'un médecin bien formé, Oui, tout à fait. loin de moi l'idée que ce ne soit pas le cas. C'est compliqué, je pense, à l'heure actuelle, de déceler un petit peu ce côté de tricherie quelque part. Après, il y a un autre truc, c'est... il y a des gens qui trichent, bon, il y en a dans tous les cas, il y a des gens qui trichent. En revanche, est-ce que la personne qui triche, est-ce que c'est parce que vraiment c'est une personne qui est fondamentalement feignante, et ainsi de suite? Je pense pas, je suis assez positif, je pense pas vraiment que des gens comme ça existent. Est-ce que c'est pas dû à un manque d'engagement? Et de fait, est-ce que c'est pas aussi, d'une part, la faute de l'employeur qui en demande trop, où les conditions de travail sont pas top, on doit faire 70 bornes pour aller au taf, on n'a pas le droit à un jour de télétravail, ce genre de choses. Tout à fait. Il y a des choses qui doivent aussi être mises en place par les employeurs pour éviter ce genre de cas. Et ça, j'en suis persuadé. C'est un très bon lien, puisque dans le manque de sens, dans le manque d'engagement, on revient sur ce qu'on a évoqué précédemment, le burn-out. Dans l'éloignement, par exemple, sur le trajet domicile-travail, c'est clairement une des questions qui fait partie d'un diagnostic RPS, une des problématiques à aller creuser un petit peu pour voir si ça peut susciter une anxiété, une fatigue, une charge mentale difficilement supportable pour le salarié. Donc tout ça, ce sont des questions exactement qui sont pas forcément débouchent pas forcément sur un burn-out, mais malgré tout peuvent provoquer un mal-être un petit peu mental et dont il faut se préoccuper. Tout à fait. De façon générale, si on est heureux d'aller au travail, on se met pas en arrêt de travail. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être soulevé. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il faut aussi que les entreprises prennent leurs responsabilités. Et c'est vrai que Oui, tout à fait. Ouais. c'est un cas qui est véridique. Ouais. Super. Écoutez, merci beaucoup pour ce débat. On va finir avec l'atelier des lancers francs. Voilà. Donc, pour répéter une énième fois le principe du lancer franc, on va avoir donc notre invité qui va avoir droit à 3 lancers encore dans lui un petit panier. Ah bah ouais, encore lui. Chacun. Quoi, tu veux le faire? Ouais, un chacun. Bon alors ok. Exceptionnellement, ça va être un chacun. Ouais, un chacun. Non mais il y en a aucun qui va être mis. Mais t'es fou. Chez moi. On laisse-toi Franck. Allez, laissez-moi tout. Ok, donc exceptionnellement, ça va être Franck qui va faire les 3 lancers francs. Lancer Franck, du coup. Super, j'ai fait le buzzer. Voilà. Et les burn-out. Ouais, là je suis pas loin là. Oh la vache. Donc, 3 essais, un panier, 3 balles. À chaque balle qui rentre dans le panier, il a le droit à une question où on doit répondre de façon la plus franche possible. Donc c'est une question qui est personnelle sur le travail. Voilà, faire la distinction. Si il en met une, il peut nous poser une question à un de nous. S'il en met 2, il peut nous poser une question à chacun. S'il en met 0, c'est nous qui lui posons une question. S'il en met 3, ça n'est jamais arrivé, donc on ne sait pas encore. Je leur fais faire des pompes. Voilà. Ouais, regarde, c'est moi, je vais pas tenir longtemps. C'est pas grave. Écoutez, on se retrouve dans 2 secondes. C'est parti. Bon retour parmi nous. Retour pour l'atelier lancer franc avec notre très cher ami Franck. Écoute, j'ai envie de te dire, ne perdons pas plus de temps pour voir ce. Let's go Pagnetto. Allez, let's go Pagnetto.
Alors voilà, il a lancé trop fort, beaucoup trop fort, c'est passé largement à côté. Et là, il a mis, malheureusement. Alors, Oui, je sais, tu fais le fond frelon. Attends, mets l'autre. Mais oui, mets l'autre. Pour voir, mets l'autre si tu peux. Voilà, et ben il a mis les deux. Au moins, on est réglé. allez, la même question. Alors attends, Franck, mets-toi bien face qu'on te voit. La même question pour tous les deux. Oui. Pour vous, quel serait votre pire métier? Genre, s'il y a un métier que vous voudriez absolument pas faire, qu'est-ce que ce serait? Alors ça, c'est pas facile. Là, tu nous cueilles à froid. Ouais, c'est vrai. Ben, je vais laisser mon ami Lucie répondre. Waouh. Pouh, pire métier. Et pourquoi, bien sûr. Ouais, moi je. Pas juste foutre une bastos comme ça. Moi, Oui. Médecin. non, je rigole, bien sûr. Je m'excuse pour tout le médecin qui nous regarde. Je vous jure, je vous aime bien. Non, très bonne question. Je vais commencer à parler. Je vais pas donner de réponse, mais le temps que tu réfléchisses peut-être. En vrai, c'est très dur Qu'est-ce qui de vous est venu répondre quand à vous ça. avez dit ça? Ben, je sais pas pourquoi. J'ai pensé à éboueur. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un métier qui est très compliqué physiquement, avec des horaires ingrates, où tu as une odeur nauséabonde toute la journée. Et au final, je me suis imaginé éboueur et ça me dérange pas. Donc, tu vois, tout simplement. En je vais fait, rebondir après si tu veux dessus. ouais. En fait, maintenant, du coup. Vas-y. Ouais. En fait, je pars du principe que j'ai fait des métiers déjà compliqués et ça a jamais été le métier qui m'a déplu. Ça a été l'ambiance, l'atmosphère et les collègues. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément un métier. Peut-être que je serais éboueur, ça serait ma meilleure vie. C'est juste que c'est l'équipe avec laquelle tu fais ton métier et l'ambiance, l'atmosphère que tu crées autour de ça. Donc finalement, ce serait être solopreneur dans ton coin. Ouais, par contre, je pense que être tout seul sans bureau chez moi, je suis en dépression. Vraiment, là pour le coup, c'est indépendant. Être indépendant, c'est tout ce que je ne veux pas. Moi, je te rejoins sur le fait que c'est pas forcément le métier en lui-même, parce que si je dois en donner deux, par exemple, je dirais chirurgien et... Tu tapes sur les médecins aujourd'hui, non, mais je vais expliquer pourquoi. Et par exemple, homme politique, quel qu'il soit. oui, ça, je suis dans d'accord. le sens, en fait, où c'est de super métiers, il y a des responsabilités, il y a vraiment ce côté fierté qui est incroyable. C'est des personnes en général qui sont de renom et... C'est la communauté qui crée ça après. Bien sûr, mais après, voilà, ils ont fait les études pour, ils ont la culture et l'intelligence pour être arrivés à ce qu'ils font. Tout à fait. C'est quelque chose qui est enviable. Pour autant, moi, personnellement, je les envie pas du tout, dans le sens où je suis pas du tout attiré par ce genre de pratique, par cette atmosphère, encore une fois, dans le fait de la charge mentale imposée par les métiers, que ce soit, par exemple... pour un chirurgien, la gestion du stress, la mise dans une bulle mentale. Pour un homme politique, par exemple, la représentation d'idées devant vraiment en tant que leader, en tant que figure quelque part, c'est pas du tout des traits de caractère qui sont propres à ma personne. Et donc, c'est tout simplement pas des métiers vraiment pas des métiers dans lesquels pour lesquels j'aspire. Même si c'est clairement des emplois qui sont de renom, et je fais exprès du coup de prendre quelque chose qui parle un peu, qui a pas cette connotation forcément négative. Je pense que c'est vraiment propre à la personne, à ses aspirations, à ce qu'on peut ressentir, et pas forcément en tant que tel dans les tâches demandées. Et pour rebondir avec les hommes politiques, parce que c'est vrai que ça j'avais pas pensé, mais pour le coup ça aurait clairement pu être quelque chose que j'aurais dit. Tu penses que petit, on s'est tous dit ouais les élections déléguées c'est trop bien, plus tard je serai maire de mon village, maire de la ville ou tout ce que tu veux, mais au final on se rend compte qu'en fait déjà tu n'as pas de vie privée, genre ta vie privée est exposée en permanence, et clairement heureusement qu'on n'est pas politicien. Enfin je parle pour nous, mais notre vie privée en soi, si on l'expose à chaque fois qu'on doit faire attention, à chaque fois qu'on doit aller boire un verre avec des collègues, clairement ça devient compliqué. Dès qu'on sort, dès qu'on fait quelque chose, on doit faire attention à notre image. Ça je pense que c'est la pire des choses qui soit, parce que tu ne vis plus, tu n'as plus de vie. Clairement, et puis on est encore une fois en plein dans les RPS. Quoi. Ah ouais, là les RPS tu t'en sors jamais du coup. C'est quelque chose qui pour eux est très très difficile à concilier, j'imagine, puisque je suis pas à leur place. T'es un peu une star, c'est vrai, en soi. Maintenant avec les podcasts... Non mais c'est vrai qu'on est en plein dans cette question-là, et
là, clairement, il y a sûrement besoin d'un accompagnement derrière de tout ce dont on a parlé lors de ce podcast, je vais y arriver, et le précédent, pour justement réussir à mettre une barrière, à faire vraiment le nécessaire pour, mais là, je suis dans mon costume, je suis dans mon travail, et là, stop, j'ai fini ma journée, je suis un homme lambda, quoi. Ouais, pour rebondir sur, je vais répondre aussi parce que je me suis imposé au panier. Je pense qu'avec tout ce que vous avez dit, ça m'a fait réfléchir. Je pense que ce serait psychologue. Moi. Ah ouais. Psychologue, je pense que je pourrais pas. Parce que j'ai deux tendances. Soit je suis trop peu empathique parfois. Alors si la personne je la sens pas, j'ai du mal à ressentir des choses pour elle. Et c'est malheureux, mais si la personne ne m'intéresse pas forcément, je vais avoir du mal à la conseiller ou quoi. Ou totalement l'inverse. Si je peux être hyper émotif avec des gens que j'aime, peu importe, et je pense que ce serait pas forcément fondé, ce serait très compliqué pour moi d'être psy, je pense. Ouais, tu prendrais les problèmes, tu serais une éponge. Soit je les prendrais trop à cœur, ou soit pas assez. Soit ouais, t'es une éponge, vraiment t'as le côté racloir et le côté éponge. Oh, tu me dis très bien raclure. Tu dis racloir pour pas le... non mais voilà, c'est intéressant en tout cas. Ah ouais, c'est clair. Eh ben, merci pour cette question. Je te laisse faire le closing. Closing. Bon, ben merci à tous d'avoir suivi ce 3e podcast. Pour le 4e, le sujet c'est surprise. Vous verrez bien, suivez. On va essayer d'en sortir régulièrement. Ouais. Merci beaucoup de nous faire des petits retours. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des likes, à nous envoyer des messages. Si jamais vous avez des choses à faire remonter ou quoi, on sera ravis de les prendre pour améliorer les podcasts. Si vous avez des idées de sujets, c'est pareil, on est preneur, toujours dans la prévention des risques. Et voilà, donc très bonne journée à vous. Moult bise, adieu les types. Adieu les types et à bientôt. Et je fais le closing.